La suite de BFM Story avec ce soir la Syrie et la lutte contre Daesh. Épineux dossier débattu à l'ONU lors de la 70e Assemblée Générale avec la présence du président russe Vladimir Poutine. Ça fait 10 ans qu'il n'était pas venu dans cette enceinte. Vladimir Poutine qui aura ensuite un tête-à-tête très attendu avec Barack Obama. Ça sera leur première rencontre officielle depuis plus de 2 ans. Alors quels sont les enjeux diplomatiques de cette rencontre? Que peut décider l'ONU? Comment la France peut-elle peser? Puisqu'on attendra également l'intervention de François Hollande qui sera à suivre sur BFM TV. Des questions posées à mes invités. Ulysse Gosset, bien sûr, est avec nous. Yves Berthelot, l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, bonsoir. Et puis Pierre Laurin, le spécialiste de la Russie et notamment du président Poutine. Et puis nous partons bien sûr à New York rejoindre Thierry Arnaud, notre chef du service politique. Thierry, François Hollande doit prendre la parole avant son intervention officielle devant l'Assemblée générale des Nations Unies? Oui, il va prendre la parole d'une minute à l'autre maintenant. C'est en tout cas ce qui était prévu, Olivier, à l'occasion d'un entretien, à l'issue d'un entretien entre le président de la République et le président de la coalition d'opposition syrienne, Ralen Rocha. Et ce sera l'occasion pour le président de la République de rappeler sa position sur la Syrie. Il ne fait plus désormais, il l'a dit clairement hier, du départ de Bachar al-Assad un préalable à l'ouverture de négociations pour ramener la paix en Syrie et éradiquer Daesh. Mais en revanche, il est hors de question que dans ce processus, l'actuel président syrien puisse avoir le moindre rôle, et c'est cela qu'il devrait répéter, expliciter d'abord devant quelques journalistes dans les minutes qui viennent, et puis évidemment un peu plus tard, en début d'après-midi, ici à New York, à la tribune des Nations Unies. Merci Thierry. Yves Berthelot, vous qui avez travaillé au sein des Nations Unies, la présence de Vladimir Poutine ce soir, elle est très importante? Elle est effectivement très importante, et elle est importante pour le sujet qui préoccupe tout le monde aujourd'hui, qui est l'avenir de la Syrie. Les Nations Unies ne peuvent travailler et ne peuvent aider à la solution d'un conflit que si toutes les parties prenantes à ce conflit sont autour de la table. Je vous rappelle que quand Kofi Annan a été chargé de mission pour la Syrie, il a abandonné à cause du refus des Occidentaux d'avoir les Russes autour de la table et l'Iran. Et maintenant, comme tous, l'Iran, les Russes, les Occidentaux ont et évidemment les pays de la région ont des intérêts. Ils vont être autour de la table et c'est ça qui permettra peut-être d'avancer. Alors, depuis 2005, on n'avait pas vu Poutine devant l'Assemblée générale de l'ONU, Pierre Laurin. On voit bien que le président russe est replacé au centre du jeu sur la Syrie. Oui, il s'est replacé au centre du jeu. Il a utilisé très habilement, je crois, la Syrie pour faire revenir la Russie dans un processus non pas de dénonciation de la part des Occidentaux de l'action de la Russie, mais au contraire, essayer de fédérer autour d'une idée qui est de combattre l'État islamique, l'organisation État islamique, l'ensemble de la communauté internationale. Et le fait qu'il soit à l'ONU aujourd'hui est central dans son dispositif, puisque c'est là que les choses vont se jouer. Avec, bien entendu, il se place sous l'égide de l'autorité internationale. Donc c'est relativement habile de sa part. Alors Ulysse Gosset, on a donc un président russe allié de la Syrie qui va défendre sa position, lutter contre Daesh tout en préservant Bachar el-Assad. Et puis nous avons un puissant américain qui, on a entendu tout à l'heure Barack Obama, qui continue à dénoncer le tyran Bachar el-Assad et qui veut bien lutter contre Daesh, mais sans renforcer Assad. Le tête-à-tête va porter sur ça entre Poutine et Obama? Essentiellement sur ça, et on voit que ça ne va pas être facile. À l'instant même, Vladimir Poutine, que j'écoutais à l'instant, vient d'annoncer son souhait de voir une coalition internationale formée pour lutter contre Daesh. Et la nouveauté, c'est qu'il parle d'une coalition comparable à celle qui a été formée pendant la Seconde Guerre mondiale contre Hitler. Donc Hitler-Daesh, c'est la même chose pour Poutine, et il faut s'unir pour être efficace contre Daesh. Ça veut dire que Staline, c'est Assad? Ou Assad, c'est Staline? Alors, bonne question, mais vous savez que Poutine n'a pas la même vision de Staline que nous. Mais effectivement, c'est bien tout l'enjeu, car qu'est-ce qu'on fait d'Assad? Dans le discours d'Obama, ce qui était frappant, c'est l'appel au réalisme. C'est-à-dire, bon, évidemment, la démocratie, c'est mieux, mais dans l'attente de la démocratie, il faut être réaliste et s'unir, effectivement, pour lutter contre les ennemis principaux. Mais ce qui était intéressant dans le discours d'Obama, c'est que non seulement il appelait à travailler avec la Russie
et avec l'Iran, ce qui est indispensable, mais il ne voulait pas non plus tirer un trait sur tout ce qui s'était passé, notamment sur le fait que Bachar el-Assad ait lancé des barils explosifs sur des enfants ou qu'il ait attaqué son propre peuple avec des armes chimiques. On ne peut pas l'oublier. Donc on ne peut pas... 240 000 morts, hein, cette guerre civile depuis 4 ans et demi en Syrie, 240 000 morts. Et 8 millions de réfugiés, dont un certain nombre sont en Turquie, au Liban, en Jordanie et maintenant en Europe. Donc on ne peut pas tirer un trait sur le passé et donc on ne peut pas laisser un dictateur au pouvoir. Et c'est ça qui est important, parce que oui, il faut une transition, mais sans Assad à terme. Alors, voilà coalition, la clé du deal. Coalition élargie, coalition internationale anti-Daesh, c'est ce que propose ce soir Poutine. Comment concrètement ça peut se mettre en place sous l'égide de l'ONU, Yves Berthelot? Si toutes les parties prenantes sont d'accord, ça se met assez classiquement en place autour de l'ONU. Ce qui est important, c'est de savoir ce que cette coalition va décider de faire. Non seulement comme intervention sur le terrain, qui va être partie prenante. Je crois que vous avez dit le mot important. Pour après, on ne veut pas de Bachar el-Assad. Mais dans la période où on va essayer de venir maître de Daesh, Bachar el-Assad sera là, on ne peut pas... Il sera même peut-être renforcé, parce que si on lutte contre son ennemi, on le renforce en quelque sorte. Oui, on le renforce, mais il utilisait l'ennemi pour se renforcer lui-même. Donc c'est à double tranchant. Mais ce qui est important, c'est non seulement de trouver quels sont les moyens par lesquels et avec qui on va lutter contre Daesh, et ce qu'on fera après. Et c'est là où effectivement, les positions de Hollande comme la position de Obama, c'est évidemment sans Bachar. Alors justement, lorsque Vladimir Poutine propose cette coalition pour lutter contre donc Hitler, si j'ai bien compris, puisqu'il fait une comparaison entre Hitler et Baghdadi, peut-être le chef de Daesh, Pierre Lerin, c'est-à-dire que les soldats russes vont être engagés, il y aura des troupes au sol? Ça, pour le moment, il est trop tôt pour le dire. De toute façon, des troupes au sol, il en faut. Ce que semble suggérer Poutine au cours des derniers jours, c'est que l'armée syrienne doit être soutenue, doit être armée, doit être soutenue. Soutenue par des conseillers, elle l'est déjà. Amplifier la portée du soutien terrestre, ça je pense que c'est acquis, du moins de la part de la Russie, avec notamment des avions d'attaque au sol, avec des troupes spéciales. Maintenant, la coalition internationale pourrait effectivement décider d'envoyer un corps multinational pour soutenir. Donc on pourrait avoir des Russes, des Américains, pourquoi pas des Français, ensemble, sur le terrain, combattre l'ennemi commun? Les Français, étant donné les positions précédentes du président Hollande, ça va être difficile. Pas trop. Mais ça peut venir, on n'en sait strictement rien. Mais il y a une coalition, c'est ça. Hein, lorsque une coalition internationale est allée attaquer Saddam Hussein en 2003, il y avait des troupes de différents pays. Et mieux encore, en 2000, lors de l'invasion du Koweït par l'Irak, là, il y avait effectivement des troupes de pays, y compris la France. Thierry Arnaud, qu'on retrouve à New York, est-ce que finalement François Hollande ce soir n'est pas un peu isolé? On sait que le président français depuis le début dénonce autant le régime de Bachar el-Assad que Daesh, alors que ce soir finalement Poutine propose un deal assez clair. On se met d'accord pour lutter contre l'État islamique et on laisse tranquille le gouvernement syrien. Il va même plus loin, il dit que le gouvernement syrien doit être soutenu dans sa lutte contre l'État islamique. Est-ce que François Hollande se retrouve pas un peu isolé diplomatiquement ce soir? Alors, Olivier, clairement, le président français n'est pas dans une position facile, et deux, ça va dépendre assez largement de la rencontre et de ce qui en sortira entre Barack Obama et Vladimir Poutine, bien sûr. Parce que de ce que l'on a entendu du président des États-Unis ce matin ici à l'ONU, finalement, ce qu'il dit n'est pas fondamentalement différent de ce que dit François Hollande. Oui, il faut reprendre le dialogue. Oui, il faut former une coalition. Oui, on peut considérer que, en parlant avec la Russie et l'Iran, on peut faire entrer le régime syrien dans le jeu, mais à condition de créer un contexte qui ne permette pas à Bachar el-Assad de se renforcer. Et ça, sur le fond, c'est pas très différent du discours de François Hollande. François Hollande, il dit un certain nombre de choses. Il dit d'abord, comment est-ce qu'on peut imaginer, compte tenu du passé que Barack Obama a rappelé ce matin ici à l'ONU, imaginer renforcer Bachar el-Assad au moment où il est le plus faible. Deuxième argument du président français, si on donne à Bachar el-Assad des moyens militaires, comment est-ce qu'on peut imaginer une seconde
qui s'arrêtera à Daesh. En réalité, le risque qu'on prend si on fait ça, c'est de mettre Bachar el-Assad en situation tout simplement d'exterminer l'ensemble des oppositions auxquelles il est confronté aujourd'hui. Et dans ce cas-là, aux yeux du président français, on risque de détruire la chance d'organiser une succession au régime de Bachar el-Assad. À côté de ça, et on vient d'entendre Vladimir Poutine ici nous expliquer que c'est une énorme erreur de ne pas coopérer avec le régime syrien et avec Bachar el-Assad. Donc vous voyez que pour mettre tous ces gens-là d'accord, ça va être très compliqué. Mais encore une fois, l'isolement de François Hollande, il va pas mal dépendre de l'évolution de l'attitude américaine dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Ulysse Gosset, Poutine donc demande devant l'ONU une large coalition contre les djihadistes. Il voudrait qu'on soutienne le gouvernement syrien, celui de Bachar el-Assad. Mais que veut Poutine finalement au-delà de ça, au-delà de cette coalition? Que veut-il? Au fond, ce qu'il veut, c'est restaurer la puissance perdue de la Russie, ou plutôt de l'ex-Union soviétique disparue. Restaurer la puissance, ça veut dire notamment installer une base durable au Proche-Orient, et cette base, elle est en Syrie, c'est le port de Tartous, c'est une base navale, c'est aussi un aéroport avec maintenant des avions, une trentaine d'avions, des hélicoptères et 2000 fantassins prêts à servir le cas échéant. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, il veut aussi qu'on parle de moins en moins de l'Ukraine. Vous avez remarqué, oui. On parle que de la Syrie en ce moment. Pourtant, l'Ukraine reste déstabilisée, la Crimée a été annexée. Il y a toujours un embargo. Et d'ailleurs, il y a toujours des sanctions contre la Russie. Et Obama a bien dit, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé en Ukraine, et ce serait plus facile de travailler avec la Russie si elle n'avait pas annexé la Crimée. Donc, si vous voulez, ce qu'il veut, c'est qu'on parle moins de l'Ukraine. Et d'ailleurs, il va venir à Paris à la fin de la semaine, vendredi, pour un grand rendez-vous très important avec Angela Merkel et François Hollande. Et qu'est-ce qu'il veut vraiment, Poutine, à la fin? La levée des sanctions contre la Russie début janvier. C'est le dégel, donc, Pierre Laurin, puisqu'on parlait de la Seconde Guerre mondiale, on peut parler aussi de cette expression, le dégel entre Poutine, Barack Obama et puis l'Europe, après, effectivement, le dossier ukrainien. C'est le dégel et ça va bientôt passer à la coexistence pacifique. On est dans une situation où les choses sont en train de basculer. D'une part, parce que, quoi qu'on en dise, la situation en Ukraine se stabilise. Là, je ne pense pas honnêtement que Poutine soit un soutien convaincu de Bachar el-Assad. Depuis longtemps, depuis le début de la crise, la Russie insiste sur le fait qu'il faut soutenir Bachar el-Assad parce que c'est la seule force contre aujourd'hui contre Daesh, mais s'il n'est pas là, si c'est quelqu'un d'autre, pourquoi pas? D'ailleurs, Moscou a organisé à plusieurs reprises à Moscou des rencontres entre le gouvernement légal, des représentants du gouvernement légal et ceux de l'opposition. Ça n'a évidemment rien donné, mais visiblement Moscou a également des fers au feu. Et ensuite, finalement, la Russie est l'un des rares pays qui ait réellement soutenu les dialogues à Genève entre l'opposition et le gouvernement syrien. Et à l'instant, donc Poutine qui est toujours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, 70e Assemblée générale, le discours du président russe se poursuit. Et à l'instant, il demande que le Conseil de sécurité de l'ONU prenne une résolution contre Daesh et Yves Berthelot. Oui, mais ça c'est normal de passer par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et il y aura les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne vont pas s'opposer à une résolution. C'est les mots qui vont être employés dans cette résolution. Qui va écrire la résolution ? Oh, il y a des propositions du secrétariat et il y a les pays membres qui y travaillent. Tout le monde y travaille. Mais ce qui me semble important dans la position de Poutine, en soutenant, enfin en insistant sur Bachar el-Assad maintenant, il prépare une position de négociation. Comme Hollande prépare une position de négociation en disant pas de Bachar. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde est fatigué, si je puis employer cette expression, de cette guerre et de cette situation, et veut donc trouver une solution. Alors, ils ont des positions de départ différentes et on arrivera à une convergence. Donc, on peut arriver ce soir à une convergence ? Alors, ce qui est très intéressant dans cette idée... Ce soir, dans les jours qui viennent. L'idée d'une résolution des Nations Unies, c'est capital. Et vous savez pourquoi Poutine le fait? Parce qu'il pense à la résolution qui avait permis une intervention en Libye. Mais ce que ne voulait pas à l'époque Poutine, c'est qu'on se débarrasse de Kadhafi. Et ce qui le hante, son cauchemar, finalement, c'est la chute de Assad comme celle de Kadhafi. Et à la limite, il s'est demandé si lui-même ne serait pas sur la liste des dictateurs qui pourraient être renversés un jour par une révolution. Donc l'idée d'avoir une résolution commune
aux Nations Unies, c'est intéressant parce que effectivement, ça permettrait d'avoir un consensus. Mais la question, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est une force internationale, des casques bleus en Syrie? Est-ce que c'est des troupes au sol, les troupes régionales, les troupes occidentales? Et aussi, quelle transition et avec qui dans la transition? Est-ce que ça comprendra ou pas Bachar el-Assad? D'après Obama, c'est pas possible. Pierre-Laurent n'était pas tout à fait d'accord, un mot? Non, c'est tout simplement que, il est clair que pour Poutine, la situation en Syrie est en train, peut-être, il a une possibilité de la résoudre. Mais je ne pense pas ce qu'il dit, c'est on ne remplace pas un dictateur si on ne sait pas ce qui vient derrière. Parce que la solution peut être pire que le mal. Ce qui s'est passé en Libye, c'est surtout ça. Ça risque de se passer. D'ailleurs, c'est en train de se passer. Et là, il a Alors, raison. nous repartons à New York. Nous sommes avec Stéphane Dujarric. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole des Nations Unies. Vous travaillez auprès de Ban Ki-moon. Merci d'être avec nous ce soir en direct. On a souvent pointé du doigt l'impuissance de l'ONU, des Nations Unies, alors que ce soir, on a l'impression que les choses avancent. Écoutez, le secrétaire général, dans son discours qu'il a prononcé devant l'Assemblée générale, a été très direct. Il a appelé une plus grande action du Conseil de sécurité et aussi des pays de la région, notamment l'Iran, l'Arabie saoudite et la Turquie, à jouer un rôle beaucoup plus positif pour soutenir le processus de négociation mené par son envoyé spécial, Staffan de Mistura. Stéphane Dujarric, quels sont les enjeux de ce qui se passe? Le président Poutine vient de terminer son intervention. On attend celle du président français vers 19h, mais il y a un peu de retard comme habituellement. Quels sont les enjeux de ce qui se passe en ce moment même à New York? Les enjeux, c'est le peuple syrien, c'est le plus de 12 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire, de plus de 5 millions de réfugiés, plus ceux qui sont déplacés à l'intérieur même du pays. L'enjeu, c'est la souffrance du peuple syrien qui continue jour le jour. Oui, mais des coalitions internationales contre des dictateurs, on en a connu dans le passé, notamment celle qui a fait tomber le président Saddam Hussein en Irak, et puis finalement, parfois le remède est pire que le mal. Pourquoi finalement, est-ce qu'on n'a pas un risque de continuer dans cette voie-là et de recommencer les erreurs du passé ? Écoutez, du côté du secrétaire général, il n'y a qu'une solution, c'est une solution diplomatique et politique. C'est pour ça que nous essayons de retrouver autour d'une même table le gouvernement, l'opposition et la société civile. Il faut qu'il y ait une transition qui soit acceptée par le peuple syrien et qui soit faite selon des critères bien déterminés. Nous ne pouvons pas, et bien sûr, continuer dans cette action de guerre et de souffrance dont le peuple syrien paye le prix. Imaginez la présence de casques bleus en Syrie. Écoutez, je crois qu'il est beaucoup trop tôt pour parler d'une présence de casques bleus qui de toute façon est le déploiement de casques bleus n'est autorisé que par le Conseil de sécurité. Et avant d'envoyer des soldats de maintien de la paix, il faut d'abord qu'il y ait une paix. C'est pour ça que tous les efforts doivent se concentrer sur les négociations et sur les efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général qui essaye de trouver une solution politique et diplomatique à ce conflit. La paix sans faire la guerre, ça va être quand même très compliqué de trouver une solution de paix en Syrie sans combattre à un moment donné Daesh. Et bien sûr, je veux dire, il y a bien sûr, il faut une solution qui soit en partie militaire au combat contre le terrorisme, mais il faut aussi une solution politique, et c'est pour ça que en ce moment même à Genève, il va y avoir autour du même table des discussions, je dirais, thématiques sur la gouvernance, sur le développement en Syrie, où on va retrouver autour d'une même table le gouvernement, l'opposition et des groupes de société civile. L'un n'empêche pas l'autre. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane Dujarric, porte-parole de Ban Ki-moon, porte-parole des Nations Unies, en direct de New York dans BFM Story ce soir. Il est 18h30.